Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle webconférence organisée par le groupe Mescar. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin malgré un contexte politique français tout à fait singulier, inédit, depuis les élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale qui a été décidée par notre président de la République au lendemain des élections. Alors, vous le savez, ces événements ont plongé la France dans un épais brouillard politique et a ouvert une période d'incertitude et d'instabilité à bien des égards. Donc, même si tous les programmes ne sont pas vraiment stabilisés, on le sait, et qu'on le sait bien d'ailleurs, les promesses de campagne s'effacent souvent à l'épreuve du pouvoir, il n'en demeure pas moins que face à certaines mesures qui ont été annoncées, les questions sont nombreuses. Et nous avons souhaité ce matin partager avec vous notre compréhension de la situation actuelle et les quelques enseignements que l'on peut en tirer. Alors ce matin, nous allons tenter de répondre à vos questions et vos interrogations, et en particulier sur deux thèmes. Le premier, quelle réflexion mener en ce qui concerne ma stratégie patrimoniale et fiscale dans ce contexte? Et le second, quelle stratégie d'investissement privilégiée en réponse à cette instabilité politique? Alors, pour ce faire, je suis accompagné de Damien Charlet, qui est directeur de la gestion sous mandat chez Mandarin Gestion. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Et de Laurent Desmoulières, qui est directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Financière Mescar. Bonjour. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions en utilisant le bandeau qui est en bas à droite de votre écran et nous essaierons d'y répondre en fin de présentation selon le temps qui nous sera imparti. Alors, avant de parler des marchés financiers, parlons d'abord de stratégie patrimoniale et fiscale avec toi, Laurent. Et j'ai une première question pour toi. Peux-tu nous résumer les principales mesures des partis politiques en ce qui concerne la fiscalité et le patrimoine? Alors effectivement, on peut essayer de décrypter les différentes mesures qui ont été annoncées dans différents programmes. Alors les sources, c'est surtout le programme des élections présidentielles 2022 et puis les commentaires qu'on a eus depuis dans le cadre de cette élection. Et pour certaines, donc là, on s'attache à regarder principalement les mesures qui concernent la fiscalité du patrimoine des deux forces politiques, on va dire, qui sont les plus avancées dans les sondages. Donc à gauche, on a le nouveau Front populaire, où on constaterait une forte augmentation de la fiscalité du patrimoine. Par exemple, avec la mise en place d'un barème de 14 tranches au niveau d'impôt sur le revenu. Actuellement, le barème est composé de 5 tranches. On entend que la tranche supérieure pourrait aller jusqu'à 90%. On entend que dès 157 000 € de revenus par part, on serait imposé à 65%. Toujours en matière d'impôt sur le revenu, on nous indique que la flat tax serait supprimée. La flat tax, vous savez, c'est ce taux de 30% qui s'applique aujourd'hui sur les dividendes, les intérêts, les plus-values. Et en réalité, ce taux de 30%, il est composé de deux impositions. L'impôt sur le revenu au taux de 12,8% et les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Là, le taux qui serait supprimé, c'est le taux de l'impôt sur le revenu, donc 12,2%, et donc qui serait remplacé par ce barème de l'impôt sur le revenu qui, bien sûr, est extrêmement désavantageux. En matière d'impôt sur le patrimoine, on aurait un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. On n'a pas clairement le détail du barème, mais on comprend qu'entre 800 000 et 2 millions d'euros, on serait sur un taux à 0,5%. On aurait un taux marginal supérieur qui pourrait monter jusqu'à 3%. Et puis, on aurait une forte augmentation des droits de succession, avec un taux même maximum qui serait de 100%, puisqu'on nous indique qu'au-delà de 12 millions d'euros de patrimoine hérité, on serait imposé sur ce taux maximal. De l'autre côté, on a le programme du Rassemblement national. Alors là, c'est plus confus. On a des choses moins claires. Il y a des choses qui seraient favorables pour la fiscalité du patrimoine et de l'épargne, des choses qui seraient beaucoup moins favorables. En matière d'impôt sur le revenu, les jeunes de moins de 30 ans seraient totalement exonérés d'impôt sur le revenu. On restaurerait la demi-part fiscale en faveur des veufs et veufs et on mettrait une part fiscale entière dès le deuxième enfant. Aujourd'hui, on a une demi-part à partir du deuxième enfant, là, ce serait une part entière. L'impôt sur la fortune serait rétabli, mais on nous indique que cet impôt sur la fortune serait avant tout financière, avec une exonération en tout cas de la résidence principale. Et en matière de transmission, là, on aurait des mesures qui seraient plus favorables, puisque on montrait l'abattement de donations entre grands-parents et petits-enfants, et qui aujourd'hui est de l'ordre de 31 000 €
il passerait à 100 000 euros. Le délai de rappel fiscal en matière de donation, qui aujourd'hui est de 15 ans, passerait à 10 ans. On aurait des droits de succession favorables en matière de transmission de biens immobiliers, puisqu'on bénéficierait a priori d'un abattement de 300 000 euros. Voilà, donc c'est les principales mesures qui sont proposées aujourd'hui par ces deux forces politiques, encore une fois, qui sont les plus avancées dans les sondages. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ces mesures ont une probabilité d'être effectivement mises en œuvre? Alors ça, si on passe sur le slide suivant, ça dépendra tout simplement de la composition de l'Assemblée nationale au soir du 7 juillet prochain, parce que ces mesures devront forcément être votées dans le cadre d'une loi de finances rectificative 2024 ou dans le cadre d'une loi de finances pour 2025. Et ces lois de finances, elles doivent être proposées par un gouvernement, et donc il faut qu'il y ait un gouvernement d'une de ces deux forces politiques. Alors, bien entendu, si à l'Assemblée nationale, on a une majorité absolue, eh bien, il n'y aura pas de difficulté, normalement, pour faire passer le programme qui a été proposé. En revanche, si on est dans le cadre d'une majorité relative, ça dépendra un petit peu de la composition de la majorité relative. C'est certain que si on a un parti qui est très proche de la majorité absolue et qui a une alliance assez facile à mettre en place, ben, on pourrait imaginer que cette loi de finances soit votée et qu'elle comporte certaines de ces mesures. En revanche, ce sera beaucoup plus compliqué à partir du moment où on aurait deux partis très opposés qui seraient très proches en nombre de sièges, donc avec une majorité relative, ou même trois partis très proches en nombre de sièges, où là, la difficulté sera de trouver une coalition qui permettra donc de se mettre d'accord sur la nomination d'un Premier ministre, et on pourrait en arriver jusqu'à finalement pas de coalition envisageable et la mise en place d'un gouvernement plus technique, sans étiquette politique. Et dans ce cas-là, bien sûr, l'ensemble de ces mesures serait relégué à bien plus tard. Quand bien même une de ces forces politiques arriverait à se mettre d'accord pour mettre en place un gouvernement, alors bien sûr, hein, on connaît tous le 49.3 puisqu'on a pu voir son utilisation ces dernières années. Et ce 49.3 peut forcer l'adoption du budget. Mais si on a une majorité qui est très fragile à l'Assemblée nationale, lorsque l'on utilise le 49.3, on s'expose à une motion de censure et donc à un renversement de gouvernement. Et dans ce cas-là, bien entendu, la loi de finances ne serait pas adoptée. Alors, si on se retrouvait dans cette configuration, la législation oblige à voter, à mettre en place une loi provisoire qui ne fait que reprendre l'existant. C'est-à-dire qu'en fait, elle donne l'autorisation, bien sûr, d'aller récupérer les impôts, mais sur les mesures existantes. Et donc, dans ce cas-là, l'ensemble des mesures qu'on vient de détailler ne pourraient pas être mises en place. Et puis, un dernier garde-fou, c'est le Conseil constitutionnel, puisque aujourd'hui, en fait, il est possible de saisir le constitutionnel lorsque 60 députés se mettent d'accord pour le saisir sur une mesure qui semblerait donc non constitutionnelle. Et donc, par le passé, le constitutionnel a démontré qu'il fonctionnait très bien sur ces sujets fiscaux. Et il est bien évident qu'un certain nombre de mesures dont on a pu parler juste précédemment ne passeraient pas le Conseil constitutionnel. Merci Laurent pour ce panorama. Il est clair que tu les as décrites, certaines mesures pourraient avoir un impact considérable sur les patrimoines et que évidemment les résultats du scrutin seront déterminants pour ces patrimoines notamment et pour bien d'autres choses. Alors face à ces incertitudes, on peut se poser légitimement la question de savoir s'il y a des choses à faire dans l'urgence, en tout cas à court terme, soit avant les élections, soit en tout cas avant la promulgation de toute loi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les mesures de court terme en ce qui concerne le patrimoine et la fiscalité? Peut-être à commencer par l'impôt sur le revenu, si tu veux bien. Oui, alors effectivement, si on se place dans le scénario dans lequel on aurait une majorité le soir du 7 juillet, la question est légitime. Est-ce qu'il y a certaines mesures qui doivent être prises de façon urgente en matière de patrimoine? Alors effectivement, l'impôt sur le revenu, ça nous semble intéressant de nous attarder dessus, et notamment la flat tax, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, le taux de la flat tax est très favorable. En tout cas, il est historiquement faible, ce taux de 12,8%, et on pourrait imaginer profiter
de cette flat tax pour réaliser quelques opérations avant le vote d'une loi de finances. Alors, on voit notamment deux cas de figure. Les personnes qui détiennent des portefeuilles titres sur lesquels il y aurait des valeurs en plus-value, est-ce qu'on aurait avantage à concrétiser ces plus-values rapidement? Et des personnes qui détiennent soit un outil professionnel, soit une société soumise à l'IS patrimoniale, qui détiendrait quelques liquidités, et on pourrait se poser la question de savoir s'il n'est pas urgent de réaliser une distribution de dividendes, là encore, pour profiter de cette flat tax. Alors en réalité, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, parce que si la force politique, donc le Front populaire, venait donc à avoir la majorité dans 2 semaines à l'Assemblée nationale et qui supprime effectivement la flat tax, il est probable qu'il le ferait avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024. C'est-à-dire que l'ensemble des revenus réalisés sur l'année 2024 seraient impactés par cette mesure, par cette suppression de la flat tax, et donc l'ensemble des revenus réalisés sur l'année seraient effectivement soumis au barème de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc, on parle ici de petite rétroactivité qui a toujours été validée par le Conseil constitutionnel, tout simplement parce qu'on considère que le fait générateur de l'imposition n'est pas le jour de la distribution du dividende ou le jour de la cession des titres, mais le fait générateur, c'est le 31 décembre de l'année. Et donc, le Conseil constitutionnel accepte cette petite rétroactivité. Donc, dans ce cas de figure, moi, j'aurais plutôt tendance à être patient, à regarder la configuration de l'Assemblée nationale, et effectivement, peut-être, s'il n'y a pas de majorité claire, si on est dans un gouvernement technique, là, à ce moment-là, on se reparle et on se pose effectivement la question de concrétiser ces plus-values et de distribuer ces dividendes. Alors, il y a peut-être une autre fiscalité qui est la fiscalité qui concerne, cette fois-ci, le patrimoine, l'impôt sur la fortune, donc actuellement immobilière, où là, on a deux forces politiques qui envisagent de faire passer en impôt sur la fortune financière ou impôt sur la fortune tout court. Là, il n'y aurait pas de rétroactivité sur l'impôt sur la fortune immobilière parce que le fait générateur, c'est bien le 1er janvier. En revanche, on a vu par le passé, et assez récemment, puisqu'on l'a vu en 2012, un gouvernement mettre en place une contribution exceptionnelle. Et donc, on pourrait imaginer qu'à nouveau, en septembre, on vote la mise en place d'une contribution exceptionnelle basée sur le patrimoine au 1er janvier. On a même pu voir qu'elle n'avait pas été plafonnée en 2012. Le Conseil constitutionnel avait laissé passer à partir du moment où elle était motivée effectivement par un événement exceptionnel qui, au cas particulier, pourrait tout à fait être la situation des finances publiques. Il ne faut pas que ça se reproduise tous les ans. Mais en tout cas, ce serait tout à fait envisageable. En revanche, si un impôt sur la fortune très large était mis en place dans le cadre de la loi de finances et qui avait vocation à s'appliquer donc chaque année, là pour le coup, depuis toujours, le Conseil constitutionnel impose que les impôts soient plafonnés à un certain niveau des revenus. Donc aujourd'hui, le taux c'est 75%, c'est-à-dire que l'impôt sur la fortune, les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu ne peuvent pas dépasser 75% des revenus. Bon, on pourrait imaginer que le Conseil constitutionnel impose encore une fois un taux, alors qui serait peut-être pas de 75%, mais il a toujours navigué entre, on va dire, 65 et 85%. Dernière fiscalité en matière de patrimoine, c'est les droits de donation. Et là aussi, on pourrait se poser la question, mais finalement, est-ce qu'on doit se dépêcher pour réaliser des donations? Alors là, la situation est différente. Effectivement, le fait générateur de l'imposition, c'est bien le jour de la donation. Et il est peu probable, ou en tout cas difficilement ou très difficilement envisageable, de modifier la loi à ce niveau-là, c'est-à-dire que des personnes qui réaliseraient aujourd'hui une donation, ou en tout cas avant le vote d'une loi de finances, qui viendrait changer la fiscalité des donations, devraient être assurées de conserver la fiscalité dont ils ont bénéficié pendant la donation. Donc la décision n'est pas facile à prendre, parce que bien sûr dans un programme on nous indique que le coût de la donation pourrait augmenter énormément, et dans l'autre on nous indique que peut-être qu'il pourrait diminuer, mais sans beaucoup de certitude. Il est clair que ça peut rassurer pour les personnes qui envisageaient de réaliser des donations, de les anticiper un petit peu pour profiter de la fiscalité actuelle qui n'est pas forcément très favorable, mais disons qu'au moins elle est connue.
Alors, quand on voit ces fiscalités, on peut aussi se poser la question de savoir finalement quel mode de détention il faut privilégier pour la gestion de son patrimoine. Et c'est vrai que depuis toujours, on aime bien les modes de détention qui permettent de capitaliser les revenus, parce que ces modes de détention permettent de gérer un patrimoine sans frottement fiscal. Et ce n'est que le jour où on fait des retraits du mode de détention qu'on a potentiellement une fiscalité. Alors, le contrat d'assurance vie est souvent cité comme mode de détention capitalisant avec une fiscalité favorable. Là, on voit que les deux programmes dont on a parlé ne parlent pas du tout d'assurance vie. On sait qu'on l'appelle souvent le placement préféré des Français. Beaucoup de Français détiennent un contrat d'assurance vie et on est plutôt confiant sur le fait que cet avantage de la capitalisation demeurerait et que donc l'assurance vie reste un mode de détention assez favorable. Alors attention quand même, en matière de retrait, si la flat tax venait à être supprimée, l'assurance vie serait impactée, puisque aujourd'hui, en tout cas pour les sommes qui ont été versées sur des contrats après 2017, les retraits supportent la flat tax. Et en matière de transmission par décès, dénouement par décès du contrat d'assurance vie, vous savez que les sommes versées avant 70 ans peuvent être transmises avec un abattement supplémentaire de 152 500 € par bénéficiaire. Là aussi, on n'a aucune indication dans les programmes qui nous ont été proposés sur le devenir de cet abattement, mais en tout cas, on pourrait imaginer qu'il subsiste, et donc que ce contrat d'assurance vie reste plutôt avantageux. Quand on parle d'assurance vie, on a deux possibilités de souscrire des contrats. Les contrats d'assurance vie auprès d'une compagnie française et les compagnies d'assurance vie souscrits auprès d'une compagnie luxembourgeoise. Pour des personnes qui seraient rassurées à détenir ou à diversifier leur détention de patrimoine sur d'autres zones géographiques, c'est vrai que l'assurance vie luxembourgeoise est un moyen assez facile pour le faire, puisque la compagnie luxembourgeoise va déposer les actifs des souscripteurs auprès d'un dépositaire complètement indépendant par rapport à la compagnie, et ce dépositaire peut tout à fait être à l'étranger, et au Luxembourg en particulier, si besoin. Il se trouve que l'assurance vie au Luxembourg a en plus d'autres avantages. On parle souvent du triangle de sécurité qui oblige les compagnies luxembourgeoises, donc encore une fois, à déposer les actifs de leurs souscripteurs auprès d'un dépositaire tiers. Et il y a une ségrégation des actifs de l'investisseur auprès de ce dépositaire, c'est-à-dire que les avoirs du souscripteur sont complètement isolés sur un compte auprès d'un dépositaire, ce qui n'est pas le cas pour les contrats d'assurance vie souscrits auprès d'une compagnie française. Il y a également, on parle également d'une souplesse un peu accrue sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois, même si c'est un petit peu moins vrai depuis la loi Pacte. Alors, en revanche, en matière de fiscalité, la souscription d'un contrat d'assurance vie auprès d'une compagnie luxembourgeoise ne change strictement rien par rapport à un contrat souscrit auprès d'une compagnie française. Dans les deux cas, ce sera exactement la même fiscalité. Merci Laurent. Alors pour les plus épidermiques, sans évidemment que ce soit pour le contrat luxembourgeois ou pour l'expatriation, la recommander, il nous semble important quand même d'évoquer le sujet du départ de France, qui est souvent dans les esprits des clients patrimoniaux et des grandes fortunes à la veille d'élections qui ont ce type d'enjeu. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu, à gros traits finalement, comment ça fonctionne tout cela déjà aujourd'hui, avant même les mesures que de nouveaux partis pourraient mettre en place? Oui, effectivement, on peut se poser la question de savoir si l'environnement international peut être un élément protecteur pour le patrimoine. Alors, bien entendu, il peut l'être, mais ça passe par une question de résidence. Est-ce qu'on est considéré comme résident fiscal en France ou est-ce qu'on est considéré comme résident fiscal à l'étranger? Et cette question de résidence, elle ne se résume pas au nombre de jours qu'on passe sur le sol français. Le sujet est beaucoup plus compliqué. Il y a deux niveaux qui vont être regardés. Le premier niveau, c'est le droit interne. Donc, le Code général des impôts, qui en son article 4 nous donne les critères qui permettent de considérer qu'on est résident fiscal français ou pas. Et ces critères, ils sont alternatifs. C'est-à-dire qu'il suffit d'en remplir un seul pour être effectivement considéré comme résident fiscal de France. Le premier critère, c'est le foyer ou lieu de séjour principal. Par foyer, on entend là où réside la famille. Le second critère est l'exercice d'une activité professionnelle en France.
Et le troisième critère, c'est le critère d'ordre patrimonial qui est le centre de ses intérêts économiques, c'est-à-dire, en clair, où est-ce qu'on détient son patrimoine. Encore une fois, il suffit que l'on considère qu'un seul de ces critères soit rempli pour être considéré comme résident fiscal de France. Alors, bien entendu, on peut être amené à remplir des critères de résidence dans plusieurs pays, donc en France et dans d'autres pays. Et dans ces cas-là, la France a signé des conventions fiscales qui visent à limiter donc la double imposition et donc qui visent à définir une seule résidence fiscale. Donc les conventions les plus fréquentes sont celles sous le modèle OCDE qu'on rappelle ici. Et là aussi, on a des critères. Alors là, en revanche, les critères sont successifs, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'attacher à regarder le premier critère. Si au regard du premier critère, on est considéré comme résident des deux pays, on va regarder le second critère. Pareil pour le second critère, si on est considéré comme résident des pays, on passe au troisième, puis au quatrième. Donc le premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent. Donc là, il suffit de détenir une résidence, et même si elle est louée dans un pays pour être positif, si je puis dire, sur ce critère-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui détiendrait une résidence secondaire en France, ou qui détiendrait même un appartement locatif, c'est-à-dire qu'il loue à son profit en France, serait positif à ce critère-là. Le centre des intérêts vitaux, c'est un critère qui est un petit peu plus compliqué à étudier parce que il prend en compte non seulement les aspects économiques, mais aussi toute la vie sociale de la personne. Et si on est là encore considéré comme résident fiscal de deux pays au regard de ce centre des intérêts vitaux, on passe au troisième critère, et ce n'est qu'au troisième critère qu'on rentre sur le lieu de séjour habituel, et puis on départage tout ça sur la nationalité. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ne devient pas non-résident qui veut, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une vraie décision quand on devient non-résident, on embarque bien sûr sa famille, son patrimoine, et dire sa vie sociale. Alors, il ne faut pas oublier aussi que quand on quitte la France, il existe aujourd'hui une exit tax. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé dans le programme du nouveau Front populaire. Ils disent on va réinstaurer l'exit tax. En réalité, elle existe, l'exit tax. L'exit tax, elle vient frapper les plus-values latentes des personnes qui détiennent des portefeuilles titres ou des valeurs mobilières. Au moment de leur départ de France, c'est-à-dire qu'on va regarder sur l'ensemble des valeurs mobilières les plus-values latentes, et si jamais il y en a, il faut les déclarer, et potentiellement elles sont imposées. Alors, en réalité, lorsqu'on part dans un pays de l'espace économique européen, on bénéficie automatiquement d'un sursis de paiement sur cette exit tax, et ce sursis de paiement, ou plutôt cette exit tax tombera si si aucune vente de titre n'est réalisée lors de son séjour à l'étranger pour 2 ans lorsque le patrimoine financier est inférieur à 2,5 millions, ou au-delà de 5 ans lorsque le patrimoine financier est supérieur à 2,5 millions. Mais en revanche, lorsqu'on part dans un pays hors espace économique européen, il faut faire une demande express pour bénéficier de ce sursis de paiement, et parfois même on demande des garanties pour que ce sursis de paiement soit accepté. Et puis on rappelle quand même que c'est pas parce qu'on est considéré comme non-résident fiscal de France qu'on n'a pas à supporter une fiscalité en France, et notamment, bien sûr, tous les revenus de sources françaises restent imposés en France, et le patrimoine immobilier, en tout cas dans le contexte de l'IFI, le patrimoine immobilier qui est situé en France reste imposé en France. Merci Laurent pour ce tour d'horizon le plus complet possible dans le temps qui nous est imparti. Je pense que ce qui est clair, ce qui apparaît clairement, c'est qu'après une période relative de stabilité, en tout cas fiscale, dans les dernières années, avec notamment, comme tu l'as dit, la flat tax et l'IFI, quels que soient les résultats du scrutin, on peut s'attendre à des évolutions, et il sera urgent de bien les analyser pour prendre des décisions éclairées. Donc, merci pour cet éclairage. Passons maintenant côté marché financier avec toi, Damien. Première question, est-ce que tu peux nous dire, au lendemain de ces élections et de la dissolution de l'Assemblée nationale, finalement, quelle a été la réaction des marchés face à cette situation dans les jours qui ont suivi et aujourd'hui encore? Alors, la réaction des marchés, finalement, elle a été assez rationnelle. Alors, effectivement, beaucoup de clients français réagissent de manière un peu émotionnelle, mais on va voir que finalement, les marchés sont
concrets, ils acceptent le risque même s'ils n'aiment pas l'incertitude. Parfois, ils sont psychologiques, mais pourquoi ils acceptent le risque? C'est parce qu'ils s'attachent aux fondamentaux, et les fondamentaux en général, enfin les deux principaux moteurs fondamentaux, ce sont les entreprises et les résultats des entreprises, et puis, j'allais dire dans un deuxième temps, les taux d'intérêt, et les taux d'intérêt peuvent être la conséquence, ou en tout cas peuvent être influencés par des décisions budgétaires et politiques, ce qui est clairement le cas en France. Alors, résultat des courses, si on regarde un peu les différents marchés mondiaux actions sur le graphique de gauche, on constate une chose depuis le début du mois surtout depuis le début du mois de juin, c'est que les marchés français ont réagi assez négativement, évidemment, à la dissolution. En revanche, les marchés mondiaux n'ont pas réagi beaucoup, voire n'ont pas réagi du tout. Si on regarde les marchés américains ou les marchés asiatiques, vous voyez que à partir du 7 juin, on a un décrochage du CAC 40 et surtout du CAC Mid et Small, donc qui est composé de petites et moyennes valeurs. Vous avez l'Eurostoxx qui finalement, même s'il est un peu influencé par la France et même si cet indice contient des valeurs françaises, au final, vous voyez que entre le 1er juin et le 25 juin, il n'y a pas de baisse puisqu'on se retrouve on a une baisse de 0,5%. En revanche, dans le reste du monde, on a des marchés américains qui montent de 3-4% et des marchés asiatiques qui montent de 4%. Donc, une très bonne résistance, j'allais dire, des marchés actions mondiaux en dehors de la France. Sachant, dernière remarque, si vous regardez le graphique, si vous regardez le graphique de droite, c'est que la France déjà était en retard, les indices français étaient en retard avant même le 1er juin. Alors, les indices français avaient beaucoup mieux performé que les autres indices européens ces dernières années. Et depuis le 1er janvier, ils étaient déjà en retard. Donc, on avait déjà une petite faiblesse, j'allais dire, sur les indices français, qui se traduit par des performances 2024, à la suite de la chute de mois de juin, pratiquement à zéro pour les indices français. Hein. On est entre, en fonction de la volatilité, entre 0 et 2% pour le CAC 40. On est à 0 pour les petites valeurs. Mais on reste sur des performances annuelles sur les autres indices mondiaux qui sont tout à fait satisfaisantes. On est entre 8 et 16% en fonction des géographies qu'on regarde au niveau mondial. Donc, sur la partie action, on est vraiment face à un sujet franco-français. Et si on fait un petit focus sur la France et sur les secteurs d'activité ou les segments de marché qui ont particulièrement souffert, on retrouve évidemment ce qu'on a mentionné au début, c'est-à-dire une sous-performance assez notable des petites et moyennes valeurs depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, sur le graphique de gauche, vous voyez, c'est un graphique plutôt sur un peu plus longue période puisque ça remonte à 2015, mais on voit la performance relative des petites et moyennes valeurs par rapport aux grandes, où l'on s'aperçoit que les petites et moyennes valeurs sous-performent déjà depuis quelques années, avec une sous-performance assez notable. Hein. En 2024, ce segment de marché avait commencé à rebondir et commencé à enregistrer des performances meilleures et à rattraper le retard. Et badaboum, j'allais dire, depuis le début du mois de juin, tout ça s'est arrêté. Et pourquoi ça s'est arrêté? Pour une raison qui est assez compréhensible et assez logique. C'est que, vous voyez sur les graphiques de droite, quand vous regardez le CAC 40, dans l'ensemble des sociétés du CAC 40, 15% du chiffre d'affaires des valeurs du CAC 40 est enregistré en France. Donc, vous avez des grandes valeurs qui enregistrent finalement assez peu de leur chiffre d'affaires en France, donc assez peu sensibles à l'activité française, mais en revanche sensibles à l'activité du reste du monde. Et évidemment, plus vous descendez dans l'échelle de taille des entreprises, et plus la France devient prépondérante. Et si vous regardez l'indice ou l'ensemble des valeurs du CAC Mid et Small, vous vous retrouvez avec 41% de chiffre d'affaires enregistré en France. Alors, on ne l'a pas mis ici, mais si vous regardez même uniquement les petites valeurs, là, vous vous retrouvez avec une France qui représente 61% de l'activité de ces entreprises. Donc, évidemment, plus votre chiffre d'affaires est important en France, et plus vous êtes susceptible de subir le contre-coup de mesures fiscales qui pourraient avoir un impact sur l'économie française. Donc ça, c'est d'un point de vue un peu global et d'un point de vue un peu plus particulier, les valeurs qui ont souffert, et quelle que soit leur taille, ce sont les valeurs régulées ou perçues comme telles, donc dépendantes de l'État pour des contrats ou pour la fixation des prix.
Donc, on pense notamment à certains services publics. Les valeurs d'infrastructure ou de concession, où là, les programmes politiques, notamment le programme du RN, comprend des baisses de tarifs ou des reprises de concessions sur les autoroutes, l'objectif étant d'améliorer le pouvoir d'achat. Les valeurs financières, les banques et les assurances, susceptibles d'être taxées, parce qu'on aime bien taxer les sociétés financières quand on cherche des ressources. Et la deuxième chose, c'est que c'est un secteur d'activité qui détient beaucoup de dettes françaises. Donc, en cas de tension sur les taux d'intérêt français, évidemment, la dette française deviendrait plus à risque et perdrait de la valeur. Les sociétés employant beaucoup de salariés en France, donc là, c'est beaucoup aussi le cas de petites et moyennes valeurs, est susceptible d'être sensible à une hausse des bas salaires et une hausse du SMIC. Les taux d'intérêt et l'éventuelle tension qu'on peut avoir sur les taux d'intérêt français à la suite des élections, ou des cas particuliers comme les médias, puisque le Rassemblement national prévoit de privatiser l'audiovisuel public, ce qui aurait un impact évidemment sur la répartition du gâteau du marché publicitaire et qui pèserait sur les acteurs privés qui verraient la concurrence augmenter. Donc en fait, bon, globalement, dans les secteurs qu'on a mentionnés, il y a quand même beaucoup de secteurs du marché, hein, donc il y a beaucoup de secteurs qui ont été touchés. Mais ce qu'il faut rappeler également, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces risques qui ne se matérialiseront pas, puisque, comme vous le savez, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de promesses dans les campagnes électorales que tout se traduit par des prises de décision à plus ou moins court terme sur l'économie. Donc, les marchés ont anticipé un certain nombre de ces risques et ont fait baisser, surtout en France, les valeurs concernées par le risque politique. Maintenant, voyons ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Sur les taux d'intérêt, là aussi, on a souhaité prendre une image un peu plus long terme et une image un peu plus court terme. Bon, la tendance générale sur les taux d'intérêt, on le rappelle, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté ces 2 dernières années à cause de l'inflation. Ces taux d'intérêt avaient commencé à baisser, et si on regarde un peu sur un peu plus court terme, ou sur très court terme, depuis le début de l'année, les taux d'intérêt étaient plutôt à nouveau sur une pente ascendante, mais n'avaient pas retrouvé les niveaux les plus élevés de 2023, donc pas de stress particulier. Et si on regarde sur du vrai court terme, c'est-à-dire sur le mois de juin, bon, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, là encore, il y a eu une certaine rationalité de la part des investisseurs, qu'ils soient français ou internationaux, c'est-à-dire que les taux d'intérêt français ont finalement pas bougé. C'est-à-dire que en entrant dans les élections, les taux d'intérêt français à 10 ans étaient à 3,10. Il y a eu un coup de stress le lendemain des élections, puisqu'on est monté à certains moments à 3,30. Donc 0,20 BP, c'est quand même une hausse assez substantielle, même si ces derniers mois, on a eu l'habitude de voir assez fréquemment des variations de 0,10, 0,15% tous les jours. Mais en tout cas, il y a eu une réaction épidermique, et cette réaction épidermique, elle est retombée, puisqu'aujourd'hui, on est retourné sur des niveaux de 3,11, 3,12, donc on est à peu près sur les taux d'intérêt 10 ans français, au même niveau qu'avant les élections. Alors, on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'on est au même niveau, il faut savoir malgré tout que, là on le voit assez clairement sur la partie droite de ce graphique, c'est que la France a quand même bénéficié depuis les élections du fait que, un peu partout dans le monde, les taux d'intérêt ont eu tendance à baisser. Donc en fait, les taux d'intérêt français n'ont pas bougé depuis les élections, mais vous voyez là que les taux allemands ont baissé d'une trentaine de BP, les taux espagnols ont baissé d'une quinzaine de BP, et les taux italiens, même les taux italiens, j'allais dire, ont baissé d'une dizaine de BP. Donc, disons que le contexte a été un peu favorable au fait ont été un peu favorables et ont tiré les taux d'intérêt à la baisse. Et une autre façon de dire les choses, c'est que les taux d'intérêt français n'ont pas bougé, mais l'écart de taux entre la France et les autres pays a un petit peu augmenté, et il a surtout augmenté par rapport à la valeur refuge par excellence, c'est-à-dire au taux d'intérêt allemand. Alors là, je ne sais pas si c'est très lisible, parce que j'ai l'impression que c'est écrit un peu petit, mais on a repris les écarts de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne sur longue période, et vous voyez que les périodes de stress correspondent en général à des périodes de stress politique. Donc c'est pas la première fois qu'il y a un stress, et pratiquement à chaque fois c'était des stress politiques.
En 2011-2012, ça avait commencé par l'élection de François Hollande. Alors après, il n'était pas l'unique fautif, puisque par la suite, il y a eu la crise des dettes de la zone euro. Donc là, pendant cette crise, l'Allemagne a servi de valeur refuge. En 2016-2017, il y avait des sondages favorables à Marine Le Pen. Et là aussi, ça s'est traduit par une hausse du stress sur les taux d'intérêt français. En 2020, il y a eu une nouvelle montée, mais assez furtive, qui a été provoquée par le Covid. Et là encore, l'Allemagne a servi de valeur refuge. Et en revanche, à partir de 2022, on a un mouvement un petit peu plus structurel, avec un écartement des taux entre la France et l'Allemagne, lié finalement à la mauvaise gestion du budget de l'État français par rapport à son homologue allemand. Et on a eu des écarts de taux qui ont été un peu plus structurels et qui ont augmenté. Et puis on voit là pour le coup très clairement à partir du mois de juin un vrai stress sur les taux d'intérêt, puisqu'on passe de 0,5% d'écart à 0,8 entre la France et l'Allemagne. Alors maintenant on est redescendu à 0,75, mais on est quand même sur les hautes fourchettes, on va dire, des écarts de taux entre la France et l'Allemagne, qui illustrent bien les tensions. Mais ce sont des tensions relatives, et en absolu, pour l'instant, en tout cas, la France n'est pas en risque par rapport à ces taux en valeur absolue. La principale conséquence qu'on peut tirer de ce graphique-là, c'est qu'en cas de stress sur les taux d'intérêt au niveau mondial, qui pourrait être lié par exemple à une reprise de l'inflation, l'écart qui s'est créé entre la France et l'Allemagne, ou l'écart qui s'est réduit entre la France et l'Espagne, le Portugal ou l'Italie, puisque aujourd'hui la France a pratiquement les mêmes taux d'intérêt que l'Espagne ou que le Portugal, la France serait un peu plus sensible en cas de... et aurait moins son rôle de valeur refuge par rapport à des pays comme l'Espagne ou le Portugal. Dernier élément qui aurait pu suggérer qu'il y ait du stress sur les marchés financiers, c'est l'euro. Alors on aurait pu légitimement penser que l'euro allait s'affaiblir face à la montée de partis politiques qui sont considérés comme pas nécessairement eurosceptiques, puisque le discours n'est plus à une sortie de la France de la zone euro depuis plus que quelques mois maintenant de la part du Rassemblement national. Mais en tout cas, on aurait pu imaginer qu'il y a un peu de stress quand même malgré tout lié à ce sujet-là. Et finalement, on s'aperçoit là aussi qu'il y a eu assez peu de stress sur l'euro. Avant les élections, l'euro-dollar était à 1,08 et ce matin, il était à 1,07. Donc, 1 centime d'écart, c'est rien du tout. Donc, au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement de stress là non plus sur la parité euro-dollar. Donc, pas tellement de stress lié à un risque européen. Merci Damien pour ce panorama des réactions des marchés suite à l'annonce de ce nouveau brouillard politique français. Face à cette situation finalement où les marchés réagissent encore peu, comment on peut se projeter et qu'est-ce qu'il convient de faire en termes d'investissement et de stratégie d'allocation d'actifs de moyen terme? Alors, vous avez pu, comme on l'a montré, finalement les seuls marchés qui ont vraiment réagi sont les marchés d'actions françaises. Mais les autres marchés mondiaux ont peu réagi. Alors, on pourra même ajouter un petit élément qu'on n'a pas mentionné, mais on a parlé de taux d'intérêt. Donc, on est dans un contexte où les taux d'intérêt en Europe, en France et dans le reste du monde sont plutôt orientés un peu à la baisse. On aurait pu aussi parler des risques spécifiques liés aux émetteurs privés, c'est-à-dire aux entreprises, via les primes de risque attachées aux émissions de dette des entreprises, donc à l'obligataire privé. Et ces primes de risque, elles ont un petit peu augmenté, mais là aussi, il n'y a pas eu de stress particulier. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, un portefeuille diversifié, finalement, comme on le montre sur ce graphique-là, un portefeuille diversifié a pratiquement pas réagi du tout aux élections françaises. Là, on a pris l'exemple d'un portefeuille équilibré. Alors, c'est un portefeuille équilibré qui, chez nous, est un portefeuille équilibré qu'ont les clients qui sont investis sur des portefeuilles, sur des profils équilibrés dans la gestion sous mandat. Donc, c'est un cas concret où l'on s'aperçoit que depuis le début du mois de juin, un portefeuille équilibré, il ne réagit pas. Et évidemment, je veux dire, la conséquence, ou en tout cas ce qu'il faut conclure de cela, c'est que et c'est pas nouveau et c'est pas lié aux élections françaises, c'est que il faut avoir des portefeuilles diversifiés. Et typiquement, un portefeuille équilibré aujourd'hui, il a
50% d'actions hors Europe, 50% d'actions européennes, et du coup, la pondération des titres français tourne aux alentours d'une vingtaine de pourcents, on va dire entre 20 et 30%. Donc, petite sensibilité aux actions françaises, mais largement gommée par l'exposition aux autres zones géographiques. Et deuxième chose, on parlait de la partie obligataire. La partie obligataire, finalement, elle non plus pas été très sensible à ce qui s'est passé spécifiquement en France. Et les marchés obligataires, même s'ils ont baissé un tout petit peu, finalement, ils ont baissé entre 0,10 et 0,20% pour les obligations, sachant que l'exposition obligataire, là encore, c'est une exposition obligataire qui n'est pas strictement française, c'est une exposition qui est essentiellement européenne. Donc, un portefeuille diversifié ne réagit pas ou réagit peu au risque français. Et c'est là l'élément important, c'est que de toute façon, bon, à moins d'être, même quand vous êtes investi dans un PEA, évidemment, vous avez un peu plus de sensibilité aux actions françaises, mais quand vous êtes un investisseur diversifié, le risque français est non représentatif. Maintenant, il y a un sujet qu'on voudrait aussi aborder pour essayer de revenir un peu sur du rationnel et pour essayer de mitiger les risques français, c'est que on a de la chance, c'est que le risque français, il apparaît dans un contexte économique mondial où finalement les économies sont solides un peu partout. Alors on va pas refaire le scénario économique et on va pas s'attarder trop longtemps sur le contexte économique, mais on va juste quand même rappeler que l'économie américaine va bien. Alors je pense que pour ceux qui nous suivent régulièrement et qui lisent nos publications, ils le savent, l'économie américaine, on pense qu'elle va ralentir, mais elle va rester très dynamique. Et on le voit sur les prévisions sur le graphique en haut à gauche. Hein, en 2024 et en 2025, la croissance américaine va rester très élevée. Et le deuxième élément important qu'on voulait souligner, c'est que on voit qu'il y a une inflexion sur le graphique de gauche sur la zone euro. C'est-à-dire que on commence à avoir des bonnes surprises sur la zone euro. Alors la zone euro, elle part de bas puisqu'on était à 0 ou 0 plus en 2023. Mais en tout cas, la tendance est positive sur l'économie européenne. Donc ça, c'est un soutien. Et le soutien, il vient de quoi? Il vient essentiellement du fait que le marché de l'emploi est solide. Donc on a des bases solides sur les économies européennes, on a des bases solides sur l'économie américaine. Et sur la Chine et sur l'Asie, c'est pas flamboyant, mais en tout cas, là aussi, c'est stabilisé. On a une inflation qui baisse, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça permettra aux banques centrales de baisser les taux et de soutenir l'économie éventuellement si jamais c'est nécessaire. Et on a des indicateurs avancés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui là aussi sont solides et qui sont dans la plupart des cas supérieurs à 50, c'est-à-dire qui montrent que, en particulier dans les services, il y a une dynamique positive. Donc, on est dans un contexte économique global qui permet d'avoir une force de rappel en ce qui concerne les marchés financiers, même si on est toujours, on en parlera après, mais même si le cas français peut poser un certain nombre de questions, notamment sur la partie économique. Deuxième force de rappel, c'est que on va quand même se souvenir que même si les élections européennes sont à l'origine des incertitudes actuelles, le Parlement européen, ça reste un Parlement centriste. La partie droite, j'allais dire, a augmenté, mais 60%, 63% même exactement du Parlement européen est centriste. Donc, pas de mesures ou pas de risque politique sur le Parlement européen. Enfin, on a un rappel quand même qui est l'endettement français, hein, c'est que on a des intérêts de la dette française qui n'arrêtent pas d'augmenter. Alors, on vous transmettra cette présentation, donc vous aurez accès à ce qui est écrit sur de manière un peu plus détaillée, mais l'endettement français a augmenté. Il a bénéficié de baisses de taux d'intérêt jusqu'en 2020, mais aujourd'hui, la charge de la dette augmente. Et ça se retrouve dans la réaction des agences de notation qui ont dégradé la France 2 fois et dont une fois très récemment par S&P. Donc, le gouvernement et la dette française est quand même sous pression, mais c'est pas encore, enfin c'est pas problématique. Hein, on est encore sur des niveaux de charge de la dette qui sont supportables, mais il faudrait pas que les taux d'intérêt français
monte trop. Donc clairement, ce qu'on va regarder dans les prochains mois, c'est les taux d'intérêt français. Ce sera important pour le gouvernement et pour le budget de l'État, et ce sera important évidemment pour le contexte économique français. Mais ça reste quand même une force de rappel importante. Et d'ailleurs, force de rappel qui a été illustrée ces derniers mois par l'Angleterre. Hein. Vous vous souvenez sans doute que le gouvernement anglais, en 2022, avait présenté un budget qui était non financé. Les taux d'intérêt étaient partis violemment à la hausse. La Banque centrale d'Angleterre avait sauvé la situation in extremis et le gouvernement avait sauté. Donc, il y a quand même des forces de rappel de marché également qui sont très forts. Et on a eu l'exemple italien aussi qui, à l'approche des élections italiennes et à l'approche des élections de Giorgia Meloni, avait fait monter les taux d'intérêt. Et finalement, bien qu'étant d'extrême droite, le gouvernement italien a appliqué une politique monétaire et une politique économique plutôt conforme à un parti centriste. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient trop hauts et qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir des taux d'intérêt qui continuent de monter. Donc, les forces de rappel économiques sont aussi valables et les forces de rappel de marché sont très fortes. Donc, les gouvernements ne pourront pas faire n'importe quoi. Et en synthèse, ça nous donne quoi par rapport aux différentes issues possibles par rapport aux élections européennes? Alors, le scénario le plus difficile pour les marchés financiers, ça serait une majorité absolue pour la gauche, qui a un programme économique qui serait très destructeur pour les entreprises et pour les particuliers, qui ne serait pas financé, donc qui mettrait beaucoup de stress sur les taux d'intérêt, et qui est clairement aujourd'hui le programme le plus mal perçu par les investisseurs internationaux. Donc, une majorité absolue à gauche serait, comme on l'a mentionné ici, très négatif pour les taux d'intérêt, très négatif pour les marchés actions, très négatif pour les marchés obligataires français et pèserait plus aussi sur les marchés européens. Les actions mondes, quelle que soit l'issue, resteraient plutôt insensibles aux cas français. Les cas qui seraient finalement un peu bloquants, donc la plupart des autres cas, en fait, au final, seraient plutôt bloquants pour l'économie française, donc seraient pas si négatifs que ça. Et c'est pour ça aussi que les marchés qu'on a montrés depuis le début de la présentation sont assez insensibles aux issues possibles aux élections françaises. C'est que, au final, le consensus, c'est que le gouvernement, c'est que l'Assemblée nationale sera plutôt bloquée. Donc finalement, il y aura assez peu de chances qu'il y ait des lois qui passent qui soient vraiment disruptives pour l'économie française. Et en fait, des gouvernements bloqués, il y en a déjà eu dans d'autres pays. Il y en a eu en Belgique, il y en a eu en Espagne, et ça s'est jamais traduit par des chutes de marché très violentes. Donc en fait, il y a un vrai scénario qui est disruptif, et les autres scénarios on va pas dire qu'ils sont positifs, mais en tout cas pour les marchés financiers, ils sont pas extrêmement négatifs. Et les deux scénarios, parmi les scénarios qui sont aujourd'hui les plus probables, si on écoute les sondages, c'est-à-dire une majorité relative au Rassemblement national ou une chambre tripartite qui là serait complètement bloquée, sont des scénarios qui aujourd'hui sont pas très très négatifs non plus, parce qu'on a bien vu que le Rassemblement national mettait de l'eau dans son vin. Et j'entendais ce matin sur BFM qu'ils sont en train de chercher un ministre de l'économie qui serait un ministre sans étiquette, qui serait un ministre industriel. Donc on sent bien que le Rassemblement national est conscient de son manque de crédibilité et qu'il cherche surtout à montrer qu'il est fiable en vue des présidentielles et des prochaines présidentielles. Donc on ne pense pas que le Rassemblement national aura un programme économique qui sera trop destructif. Alors, on a à peine mentionné le cas où la majorité serait détenue par le président Macron. Ça peut être une issue, on ne sait jamais, mais évidemment, ça serait la meilleure issue possible, puisque là, on sait que ça serait potentiellement le seul cas où on aurait un gouvernement de Rassemblement national. Enfin, de Rassemblement national, c'est peut-être pas le bon terme, mais on aurait un gouvernement centriste qui serait susceptible de trouver des alliés, ce qui n'est pas le cas ni du nouveau Front populaire ni du Rassemblement national, mais on aurait en tout cas un gouvernement de coalition possible, donc ça serait la meilleure issue possible. Mais c'est pour ça, en synthèse, que les marchés ne réagissent pas si négativement que ça. C'est qu'au final, l'issue la plus probable, c'est quand même une issue où il ne se passera pas grand-chose au niveau économique. Merci Damien pour cet éclairage également. Alors évidemment, on n'est pas pronostiqueur politique, hein, donc
les résultats du scrutin de dans 5 jours et de la semaine prochaine nous diront de quoi il en retourne. Alors, en tout cas, ce que l'on peut retenir, si je me tente à un exercice de synthèse, c'est qu'on retiendra d'abord que face à toutes ces incertitudes, l'important c'est de garder la tête froide, d'être bien informé, de conserver ses objectifs patrimoniaux de long terme bien à l'esprit. Sur le plan fiscal, Laurent l'a dit, il sera utile de loger ses actifs de façon privilégiée au sein d'enveloppes de capitalisation qui offrent un cadre fiscal qui est plutôt privilégié pour leur gestion. Et Laurent l'a dit également, certaines mesures méritent d'être étudiées, y compris à court terme, mais chaque patrimoine étant parfaitement unique, je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de votre gérant privé qui est là pour vous accompagner et répondre à vos problématiques qui sont toutes spécifiques. Sur le plan des investissements, ce qu'on retiendra surtout, effectivement, comme l'a dit beaucoup Damien, c'est que les marchés financiers sont mondiaux, et que la France, finalement, on ne va pas dire est un village, mais en tout cas n'est pas l'épicentre de ces marchés mondiaux, et qu'un portefeuille aujourd'hui largement diversifié et flexible. La souplesse va être un mot d'ordre pour la gestion dans les prochains temps, doit pouvoir permettre de faire croître et préserver le patrimoine. Il nous semble aussi, sur un plan plus global et macroéconomique pour le moyen terme, qu'il existe, comme Damien l'a dit là aussi, d'importantes forces de rappel qui existent pour limiter le dérapage des finances publiques et des mesures, j'allais dire, d'extrême que certains pouvoirs qui auraient gagné les élections pourraient avoir, que ce soit les agences de notation, que ce soit les institutions européennes ou les marchés financiers, tout simplement. L'important sera probablement, en tout cas à court terme, de rester quand même à l'écart de thématiques qui sont sensibles au risque français, bien entendu. Voilà, en gros, ce que nous voulions partager avec vous pour ce matin. Place maintenant à quelques questions. Elles ont été nombreuses. Permettez-moi un petit instant pour qu'on puisse laisser mes collègues. Peut-être une première question pour toi, Laurent. Je découvre des titres qui sont en plus-value. C'est intéressant de les donner avant les élections. Alors effectivement, ça peut être une bonne idée parce que c'est vrai qu'on disait tout à l'heure que si on venait à supprimer la flat tax, il y aurait certainement un effet rétroactif à cette suppression et donc l'ensemble des plus-values réalisées au cours de l'année 2024 pourraient être touchées. En revanche, on disait que sur une donation, il ne pouvait pas y avoir, de par la loi, d'effet rétroactif, et donc que le fait générateur d'imposition de la donation était bien le jour de la donation. Et donc, vous savez peut-être que lorsque l'on fait une donation de titre en plus-value, on donne pour la valeur du titre le jour de la donation, ce qui fait que le titre rentre dans le patrimoine du bénéficiaire de la donation pour la valeur du jour de la donation, et donc la donation efface la plus-value. Et donc, par ce biais-là, effectivement, ça pourrait être une solution pour éviter la flat tax et en même temps transmettre dans les conditions que l'on connaît actuellement. Donc, oui, je pense que ça peut être une idée, si tant est, bien sûr, qu'on souhaitait réaliser effectivement une donation en faveur peut-être de ses enfants ou de ses petits-enfants. Merci Laurent. Peut-être une question pour toi Damien. On n'a pas évoqué l'or dans ces périodes d'incertitude, même si on a répété plusieurs fois que ces incertitudes sont finalement locales au regard de la globalité des marchés financiers. Que penser de l'or ? Oui, alors, que penser de l'or ? En fait, on a bien vu que l'or n'a pas réagi non plus aux problématiques françaises. Comme tu l'as mentionné, l'or, c'est pas un sujet franco-français. On peut toujours avoir de l'or dans son portefeuille. Maintenant, je pense alors on est à des niveaux historiquement élevés sur l'or. Il oscille maintenant entre 2100 et 2300. Nous, on trouve que c'est un petit peu cher. Après, c'est toujours difficile de savoir combien vaut exactement l'or. Donc, si vous avez vraiment peur... en fait, l'or n'est pas un sujet français. Donc, vous pouvez avoir un peu d'or si vous avez peur du contexte international, mais ça sera en tout cas pas une décision d'investissement qui sera liée au sujet français. Il y a peut-être un deuxième élément, parce que j'ai vu une question passer que je voulais évoquer, c'est on parle de l'économie française ou de la réaction de la rue. Il y a quand même un sujet sur l'économie française, c'est-à-dire que nous, notre sentiment, c'est que
que ce soit, si on prend les deux principales hypothèses sorties des sondages, c'est-à-dire soit une élection de la gauche, soit une élection de la droite, il y a quand même une forte probabilité pour que l'économie française s'arrête. Hein, c'est-à-dire que les particuliers, enfin les consommateurs et les entreprises, il y a des grandes chances pour que dans les 6 prochains mois, ils arrêtent tout investissement. Donc, on risque d'avoir un trou d'air sur l'économie française, qui sera indépendante des problématiques de la... Enfin, la réaction de la rue ne fera qu'exacerber l'inquiétude et les émotions des Français, mais qu'il y ait une réaction de la rue ou qu'il n'y en ait pas, de toute façon, pour nous, ça ne changera pas vraiment le fait qu'il y a beaucoup d'agents économiques français qui risquent de se mettre en pause. Et donc, on risque d'avoir une économie française qui tombera à zéro sur les 6 prochains mois. Alors, on a déjà une croissance, un petit peu de croissance embarquée, donc on ne sera pas sur une croissance zéro sur l'année, mais du coup, au lieu d'avoir une croissance peut-être à 0,7, 0,9% sur l'année, on tombera peut-être sur la France à 0,2, 0,3. Et effectivement, ça ne sera pas terrible pour l'économie française. Mais une fois de plus, ce sera un sujet vraiment français. Merci Damien. Peut-être une ultime question pour toi, Laurent. Est-ce que vous pensez que l'impôt sur les sociétés est amené à évoluer? Est-ce qu'une société LIS permet de gérer de façon efficace un patrimoine? Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'impôt sur les sociétés. Pour cause, à ce stade, je n'ai rien vu dans les programmes des deux formations dont on a parlé qui visaient l'impôt sur les sociétés. En tout cas, de ce qu'on entend, on comprend que le RN n'aurait a priori pas l'ambition de le modifier. Le nouveau Front populaire pourrait le modifier, mais on comprend que ça concernerait plutôt les très gros groupes qui viseraient plutôt à taxer les super profits. Et donc, dans ce contexte, l'impôt sur les sociétés, ou en tout cas les sociétés qui seraient soumises à l'impôt sur les sociétés, pourrait être une bonne solution pour gérer un patrimoine. Alors en fait, ça fait partie de ces solutions dites de capitalisation. C'est vrai qu'on a fait un petit focus sur l'assurance vie. On aurait pu en citer d'autres. Maxime parlait du PEA, on peut parler du contrat de capitalisation, mais aussi on peut parler des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. On peut détenir tout type d'actifs dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, le taux d'impôt, il est de 15% pour un certain niveau de résultat et 25% au-delà. Et donc, finalement, ça peut être un bon compromis. C'est particulièrement adapté pour détenir de l'immobilier et pour détenir des fonds de private equity. Mais encore une fois, on peut également gérer un portefeuille, en tout cas détenir des valeurs mobilières dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Et puis, envisager des distributions quand on y verra un peu plus clair. Merci Laurent. Une ultime question peut-être pour toi, Damien. J'ai un projet immobilier d'achat de maison secondaire en septembre. Mon portefeuille est en action du CAC 40. Me suggérez-vous de le vendre avant les élections ou plus tard? La question est très difficile. J'étais en train de répondre. Alors, bon, c'est du très court terme, hein, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que, honnêtement, à moins que ce soit le camp du président Macron qui gagne, c'est difficile d'envisager un vrai rebond du CAC 40 dans les 3 prochains mois. Donc, c'est délicat parce que c'est vraiment court terme, mais je pense que le risque reward est pas terrible hein, sur les actions françaises dans les 3 mois qui viennent. C'est-à-dire que si on a vraiment un scénario négatif, victoire, enfin scénario à risque pour les marchés, c'est-à-dire victoire de la gauche, vous risquez de perdre encore. En revanche, si c'est un scénario Rassemblement national, je suis pas sûr que ça bougera beaucoup, mais on a du mal à imaginer que ça montera vraiment. Donc le seul cas favorable, ça serait une victoire du camp Macron et c'est pas le scénario le plus probable. Si je peux me permettre un complément non financier, un projet de résidence secondaire est un projet souvent familial et personnel important et il serait probablement effectivement dommage de le voir être remis en question par une fluctuation excessive de marché. Donc on ne peut que vous encourager à garder des objectifs patrimoniaux de long terme et utiliser le patrimoine au service de la famille et non l'inverse. Merci messieurs pour vos éclairages très précieux. Les questions ont été nombreuses. Nous avons le nom de chacun qui les a posées et elles seront relayées aux équipes qui vous suivent pour qu'elles puissent en prendre connaissance et vous répondre. Il va être 10 heures. Merci d'avoir assisté à cette webconférence. Nous espérons qu'elle vous aura intéressé. Elle vous permettra d'avoir une vision un peu plus claire dans ce brouillard politique. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne journée
et surtout un bon vote dimanche. Merci et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.